Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir deux sites importants dans les résidences royales espagnoles au XVIIIe siècle. Nous commencerons par ordre chronologique des aménagements par le domaine de la Grande Rha à Saint-Ildefonse avant d'aller à Aranjuez. Le domaine de la Grande Rha est un souvenir mélancolique de Versailles pour le roi Philippe V qui avait passé sa jeunesse en France avant de devenir le fondateur de la dynastie des Bourbons en Espagne. Mais peut-être plus encore une œuvre expressive du XVIIIe siècle espagnol avec une vision hispanique du baroque, du style international qui s'était répandu à cette époque, en gardant certainement la grandeur française, en incorporant le pittoresque allemand et le soin des villas italiennes par les beaux effets. Un point de fusion donc tout à fait intéressant entre les différentes influences européennes. Le site est niché dans un grand parc à proximité d'une colline boisée. Le site était appelé la Silla del Rey, c'est-à-dire le siège du roi, et à proximité des monts de Guadarrama. Une ancienne maison de chasse, dite maison du bois, avait été construite sous Henri III de Castille, puis augmentée sous Henri IV, et en 1450, on voit la construction d'une maison et d'un ermitage, un lieu dédié à Saint-Ildefonse. Philippe II, au XVIe siècle, en fait un palais dans le style de l'Alcazar de Madrid, sur le site appelé de Valsin. Fernand et Isabelle vont donner en 1477 aux Géronymites de Paral, c'est-à-dire de Ségovie, la ville à proximité, un espace pour y édifier un sanctuaire, et ils vont ainsi créer une maison pour recevoir les voyageurs, ainsi qu'une grange. Et c'est ce nom de Grande Rha qui va être celui qui sera repris par la suite tout au long du développement de ce site. Voici à quoi ressemblait le premier édifice lorsque Philippe V en prend possession au début du XVIIIe siècle. Un bâtiment alors tout à fait en accord avec le type de construction des résidences royales de l'époque précédente et du XVIIe siècle. Philippe V, après son mariage avec Isabelle Farnèse, va choisir le site du monastère pour pouvoir s'y retirer et il projette d'abdiquer en faveur de son fils en 1720. C'est ainsi que le domaine est acheté aux moines avec un premier projet d'une habitation encore très simple, dans un site qui soit agréable et plus frais que la chaleur madrilène qu'il avait beaucoup de mal à supporter. Le patio de la Fuente, au cœur du château actuel, garde trace de ce noyau ancien et c'est Teodoro Ardemas qui va mettre en œuvre le premier chantier. Ce premier bâtiment, nous le voyons déjà en transformation avec les étapes que nous avons ici. Une vue donc en haut à gauche qui donne l'état primitif, qui est alors assez proche du type du bâtiment de l'Escorial de Madrid. Des murs avec des enduits et aux angles des granites. C'est un bâtiment qui était dans un premier temps pensé pour une retraite, et finalement, progressivement, c'est l'évocation du goût français et italien qui vont l'emporter. À partir d'avril 1721, le style habsbourgo-espagnol, ce style ancien, n'est absolument plus goûté au moment où les travaux se mettent à une envergure plus ambitieuse. On va alors utiliser des plans, des ingénieurs et des architectes qui envoient des propositions depuis Paris. Sur place, c'est l'ingénieur français Étienne Marchand qui va travailler. Carlier puis Bouteloup vont, eux, œuvrer pour les jardins et de très nombreux sculpteurs vont apporter des œuvres pour peupler le parc de statues mythologiques. C'est ainsi que Frémin, Thierry, Demandré, Pitué, Bousseau vont être les architectes de ces jardins et les créateurs de ces statues.
des marbres, des bronzes, des fontaines que l'on avait pensées en bronze à l'origine et qui seront finalement réalisées en plomb, car la réalisation est beaucoup plus rapide et surtout plus économique. Et progressivement, les ateliers du château de Valsin, tout proche mais ruiné par un incendie en 1682, dans ces ateliers, on va voir les équipes se constituer pour mettre en œuvre assez rapidement l'évolution du domaine. On constate donc avec ces vues que du premier noyau centré, comme dans beaucoup de ces plans d'Alcazar, autour d'une cour primitive, les ailes vont apparaître, le corps central va être rehaussé et on va, pour le bâtiment, passer à un état de splendeur et de grandeur beaucoup plus impressionnant. Pour les jardins, la même ambition va se développer et selon la définition faite par le marquis de Lozoya dans un guide de visite ancien, le jardin médiéval est un espace clos propice à l'isolement du monde extérieur. Au contraire, le jardin anglais, né au XVIIIe siècle, imitant la spontanéité de la nature, est un lieu pour le raffinement de la vie quotidienne. Le jardin français est un jardin courtisan, à l'air libre. Le jardin italien est un théâtre dans lequel les acteurs de pierre ou de métal représentent les scènes de la fable païenne. Les jeux d'eau animent l'immobilité du spectacle. Ceux de Saint-Ildefonse sont de cette nature, avec montagne en fond. Et effectivement, ici, on distingue à l'arrière du parc un paysage vallonné qui fait penser aux montagnes que l'on peut trouver à Caserte ou également un mont qui peut faire pour Philippe V une évocation du domaine de Marly qu'il a bien sûr connu lorsqu'il était tout jeune. Face à la façade principale du château, c'est une fontaine en cascade qui va déverser ses flots jusqu'au pied du bâtiment. Elle est ornée de statues, de vases en marbre, de plomb. Et tout en bas, on va pouvoir découvrir un groupe sculpté qui ouvre la promenade. Ce groupe sculpté représente Amphitrite. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pour le jeune prince arrivé de Versailles, on retrouve une évocation de la cascade de Marly. Une pente assez soutenue, mais pas trop importante, un enrichissement avec des sculptures et des vases de part et d'autre, comme dans les grandes allées, que ce soit celle principale de Versailles ou de part et d'autre de la cascade de Marly. Nous avons vraiment un hommage au goût français. La sculpture de la partie basse présente le groupe d'Amphitrite, qui est donc la reine des éléments aquatiques, une sculpture qui, comme une grande partie de ces fontaines, a été refaite au XIXe siècle, en 1853 pour celle-ci, mais qui hérite totalement du goût de l'harmonie et de la grâce qui sont appréciés en France au début du XVIIIe siècle. C'est l'atmosphère de la Régence, un côté grandiloquent mais assagi par le plaisir du goût que l'on peut trouver avec ce type de réalisation ici à la Grande. Tout en haut de cette cascade se trouvent les Trois Grâces réalisées par Frémin. À l'arrière, un petit tempietto en pierre rose de Sepulveda. Les grâces avec beaucoup d'animation ici. Les bras se lèvent, elles engagent des mouvements, les corps sortent des vêtements avec de larges plissés et c'est véritablement un décor avec beaucoup de vie qui est proposé ici par Frémin. Autre élément de décoration dans ce jardin, c'est le spectaculaire ensemble de la fontaine de la Renommée, surmontée par un très haut Pégase qui domine un rocher. Cette construction véritablement baroque dans l'esprit reprend le type de socle qu'avait imaginé le Bernin pour la fontaine des Quatre Fleuves à la Piazza Navone à Rome, mais également un projet qui n'a jamais été mené à bien, mais dont on a des dessins et des gravures, projet fait par Lebrun pour le parterre d'eau du château de Versailles. Trop important, il ne sera pas réalisé car il se trouvait au pied de la façade. À Versailles, on a maintenant les parterres d'eau beaucoup plus plats. On imagine avec cette réalisation le côté exceptionnel de ce groupe sculpté à multiples figures qui représente ici cette envolée de la renommée portée par Pégase.
Lorsque les fontaines sont en action, on a un bouillonnement particulièrement énergique, un jet d'eau qui monte à 40 mètres de haut et qui peut être vu depuis Ségovie, une ville distante de 11 kilomètres. Cette présence de l'eau, on va la retrouver dans tout ce jardin en abondance. On a la chance d'avoir de nombreuses sources à proximité. C'est bien sûr une caractéristique indispensable à tout jardin baroque où il faut que l'eau soit en très grande abondance, mais c'est aussi un très lointain héritage de la tradition musulmane où dans toutes les résidences, on avait des plans d'eau, des petits jets d'eau, pas avec les grands jets bouillonnants que nous connaissons, mais cette présence de l'eau est tout à fait rituelle à l'intérieur des grandes résidences des souverains sur la terre de l'Espagne. Un autre bassin avec la thématique de l'Atone et des grenouilles. L'Atone supplie Jupiter pour qu'il s'occupe des enfants et qu'il vienne les protéger alors que les paysans de Lycie se liguent contre elle et lui envoient ses injures. Les jets d'eau convergent vers le centre et l'Atone disparaît sous ces injures symbolisées par les jets d'eau, mais ceux qui ont proféré ces insultes se transforment en grenouilles ou en différents batraciens. C'est ce qui est en train de s'opérer sous nos yeux, avec un côté très impressionnant de ce tumulte de l'eau, beaucoup plus baroque finalement que dans la version versaillaise. Autre partie du jardin avec des groupes sculptés en base de fontaine, c'est le cas de Vertumne et Pomone, réalisé par Thierry. L'autre groupe comme celui d'Apollon et de Minerve. Apollon vient de vaincre le serpent Python sous ses pieds. Minerve que l'on va retrouver isolée dans une structure sous cette espèce de petit temple d'entrée. Sur la droite, la même figure pour celle de Saturne. On voit que les divinités ont pris possession de ce domaine. On reprend les canons esthétiques de l'Italie et de Versailles, mais en les traitant dans un tour typiquement nouveau et espagnol. Et l'on voit ainsi que les plans s'enchaînent grâce au dénivelé de ce domaine. Et on voit ici le groupe de Neptune en partie basse, Apollon au-dessus, ce qui permet d'animer ainsi la promenade du vallon. Un grand espace qui porte le nom de Carrera de Caballos, ou aussi de Fontaine de Neptune, espace avec une perspective de 72 mètres et une largeur de 12 mètres. Les fontaines supérieures en plomb imitent des tritons, des grandes conques, et l'eau, en redescendant par pression, va animer les plans inférieurs. Nous avons ainsi les chevaux marins et des dauphins de part et d'autre, des tritons, qui sont une des sculptures parmi les plus gracieuses de Thierry. Et dans ce type d'ornementation, avec ces volutes très charnues, une sculpture très épanouie, on n'est pas sans retrouver quelques influences. Des influences que l'on peut voir dans les dessins des ornemanistes du début du XVIIIe siècle. À gauche, une gravure d'un centre de table fait par Meissonnier, avec beaucoup de mouvements, des mouvements avec finesse, mais c'est surtout finalement, et ces mouvements très ondulants, très graciles, les mouvements du rocaille, vont être des éléments sur lesquels vont pouvoir aussi se pencher les sculpteurs qui doivent mener à bien les travaux dans les résidences et dans les jardins. Alors, dans de grands espaces engazonnés à proximité, dans la partie centrale, on retrouvera ces détails de chevaux, de piédestaux en coquilles, qui ont une très très grande similitude avec l'art décoratif que l'on pouvait retrouver sur les grandes tables d'Europe. Une monumentale sculpture, Fontaine du Bain de Diane, réalisée en 1742. Ce sera la dernière réalisation faite à l'initiative de Santiago Busso, une œuvre qui va être menée à bien dans la réalisation par les sculpteurs comme Dumandré et Pitué.
Sur la base d'une construction en pierre rose de Sepúlveda, on va voir un grand jeu baroque de courbes et de contre-courbes qui est d'autant plus exacerbé avec les nappes d'eau qui descendent depuis la partie centrale, les grands jets qui sortent des gueules de lion sur les côtés et qui tombent directement dans le bassin en partie basse. On a vraiment une animation tout à fait bouillonnante ici, pleine de verve, pleine de vitalité, et c'est le côté véritablement passionnant de ce très beau domaine de la Grande Rache. La structure a été essentiellement refaite en 1844 et dans la partie centrale, on peut distinguer le personnage d'Actéon en train de jouer de la flûte, et ici il contemple le bain des nymphes qui a lieu juste à ses pieds. Dans la partie sommitale, un grand vase, des lions. Une fois en On voit que on a ici une grande richesse, une grande abondance d'eau, car avec les jarres, les grandes vasques et les lions, cette eau semble infinie et sortir des gueules ou de ces trophées décoratifs. En 1724, Philippe V abdique pour son fils. Seulement son fils meurt au cours de cette même année et il devra reprendre les rênes du pouvoir, même si sa maladie mentale l'affaiblit considérablement et si en réalité une régence assurée en grande partie par Élisabeth Farnèse et les ministres se met en place. Mais au moment où il retourne sur ce trône, il va penser aussi à la construction d'une collégiale et lui donner une allure beaucoup plus importante, plus grande, et également augmenter la splendeur de cet édifice. Édifice qui jusque-là était resté encore assez simple, mais dont cette fois-ci il va accroître la richesse et la décoration. C'est Procracini et ses élèves comme Sani et Subiasti qui seront appelés pour continuer ce chantier à partir du moment où Philippe V reprend le pouvoir jusqu'en 1746, moment où il sera inhumé dans cette collégiale construite au cœur de l'édifice de la Grande Rat avec un monument cénotaphe juste à l'arrière du tombeau. Son épouse, Isabelle, y résidera, achètera aussi le bois de Rio Frio à proximité pour y construire un nouveau palais dont la physionomie ressemble au palais de Caserte mais en plus petit, ou également au palais de Capodimonte. Elle y meurt en 1776 et sera inhumée auprès de Philippe V, deux souverains qui ne gagneront pas le panthéon des souverains d'Espagne à l'Escorial. Et c'est ensuite Charles III, grand chasseur et passionné de l'art cynégétique, qui va se prendre de passion pour le site et mener à bien l'achèvement de cette résidence estivale des Bourbons. Bâtiment utilisé pendant tout le XVIIIe siècle. En 1796, le lieu sera celui des tractations entre la France et l'Espagne et la signature du traité de Saint-Ildefonse. En 1832, on y décrète l'abolition de la pragmatique sanction qui permettra à Isabelle de devenir reine par la suite. Elle réaménagera d'ailleurs de nombreux appartements. Et jusqu'en 1918, c'est l'une des plus fastueuses résidences européennes. Malheureusement, le 2 janvier 1918 détruit les toitures, abîme les fresques du plafond, les meubles et les objets d'art du premier étage qui est perdu irrémédiablement. Le rez-de-chaussée, lui, a subsisté et ce sont ces détails que nous verrons dans un moment. Voici donc l'état ancien du noyau central de la construction. On retrouve vraiment ce parti pris traditionnel espagnol d'une maison basse autour d'une cour, avec aux angles des pavillons souvent couronnés de grandes tours. C'est le projet que l'on avait ainsi lancé
avec l'architecte Ardemas et qui commence à arriver à une maturation plus importante dans les années 1720-1723. C'est un moment aussi où on a un grand renouveau idéologique espagnol. L'Église a toute sa place dans le fonctionnement du pouvoir et donc il n'est pas étonnant de retrouver en place centrale une Église qui d'ailleurs sera agrandie progressivement. On voit aussi des extensions qui se font de part et d'autre de ce noyau central avec des cours en U, comme finalement dans le noyau central du château de Fontainebleau, où on a une cour ovale d'un côté, la cour du Cheval Blanc de l'autre. Ici, le plan est plus ramassé, mais on voit le type d'extension qui se fait et qui crée une certaine fraternité entre les résidences d'été des souverains espagnols ici et la résidence d'automne des souverains français à Fontainebleau. C'est ensuite Andrea Procacchini qui, entre 1724 et 1735, assurera les travaux, puis de 1735 à 1743, Juvara et Sacchetti, des Italiens donc, qui vont œuvrer ici à la Grande Rame. Du côté du jardin, on voit une façade avec l'héritage des travaux faits par Juvara. Juvara arrive en Espagne en 1736. Auparavant, il a réalisé de très nombreux et magnifiques projets en Italie, notamment pour la couronne savoyarde à Turin. Il a toujours une très grande élégance dans ses façades, des traitements assez classiques, mais avec de très beaux rythmes, de très belles scansions, les pilastres que l'on retrouve ici pour animer tout le cœur de cette façade. Ces pilastres qui vont pour les Français, avoir un écho avec des bâtiments préexistants comme à Marly, où l'on voit ce rythme bien délimité par ces jeux de pilastres que l'on retrouve à 3 isolés, 2 réunis et ensuite 3 isolés. Ce même jeu de pilastres et ces couleurs que nous avons sur le Grand Trianon, œuvre cette fois-ci encore de Louis XIV, 1687 pour son achèvement. Et on voit qu'ici, dans ces façades, on a à la fois le parti français, mais aussi le goût palladien qui était en train de se répandre à travers toute l'Europe pendant le XVIIIe siècle. Un corps central légèrement saillant, c'est le cas ici avec la mise en scène du fronton à Marly, même si la façade reste lisse, et surtout un long développement horizontal. Le choix également pour la partie centrale, pour l'animer, d'y placer des cariatides. C'est ce que l'on retrouve dans la proposition du pavillon de l'horloge au Louvre, où nous avons les thèmes des saisons, des écus aux armes royales et aux lys des Farnèse qui prendront beaucoup plus de place dans le décor de la Grande Rame, car là c'est un goût très espagnol de placer les armoiries en façade. Et donc on a cette fusion intéressante entre les décorations de Palladio, les adaptations du goût français, les pilastres du Grand Trianon, des pilastres que l'on voit aussi tout au long de la façade du bord de l'eau de la galerie du Louvre donnant sur la Seine. C'est donc une fusion véritable de toutes ces influences que l'on voit sur ces façades avec une polychromie tout à fait séduisante. Les parements sont faits en granit, les colonnes sont en pierre de Sepulveda, qui a ainsi ces tonalités un peu rosées, et pour les décors sculptés et des chapiteaux plus précieux, les chapiteaux composites ici sont faits en marbre de Carrare. Le patio de Herradura, qui est le patio d'honneur, mais une entrée plus pratique se faisait sur l'autre patio, sur le patio des carrosses. C'est une cour en U, d'un style plutôt italien cette fois-ci, une cour latérale, transversale, qui donnera un accès au château, alors que dans les châteaux, on essaie habituellement d'avoir un accès vraiment directement au cœur du bâtiment. Ici, ça sera tout de suite à droite par le grand escalier.
Une suite de travaux qui, est menée par, Subissati et ensuite Procracini. Tous 2 avaient été formés comme peintres chez Carlo Maratta, dont les collections d'ailleurs seront rachetées par le roi, d'Espagne et qui vont, ici faire leur première intervention en tant qu'architectes. Ce sont donc, des, personnages, qui sont très doués pour les différents arts, qui ont un sens, de l'apparat, du faste, de la mise en scène et qui vont pouvoir finaliser ici le bâtiment lancé par Juvara, reprendre le rythme des colonnes sur les façades avec un espace très soigné car cette cour donne sur les appartements intérieurs de la famille royale. Le patio de Herradura a tout au fond de la cour un petit mouvement en fer à cheval, c'est Herradura, c'est sa signification. Au fond de ce très grand rectangle, on a effectivement un mouvement en exèdre et ceci est quelque chose que l'on retrouve dans d'autres châteaux précédents et notamment en France. Le fond de l'entrée, de la cour d'entrée du château de Vaux-le-Vicomte, où de part et d'autre de la colonnade centrale à fronton, on a ce mouvement en exèdre, en léger arrondi, et on retrouve exactement la même chose dans la proposition de Mansart pour le château de Blois, où l'on voit ces colonnes qui sortent de la façade. Un écho plus ancien que l'on peut voir chez Serlio, en Silfran, pour l'aspect très graphique, mais qui n'était pas forcément connu par Juvara. D'autres idées de ce mouvement qui anime comme cela et qui casse les angles trop raides en fond de bâtiments, c'est quelque chose que l'on voyait aussi dans les constructions de Bramante faites au Belvédère au Vatican. Donc on a ce côté plus harmonieux pour le fond de la cour. Au premier plan, les pavillons d'entrée qui, eux, sont tout à fait dans le goût moderne du XVIIIe siècle. Les grands oculis qui font rentrer l'éclairage dans la partie supérieure de ces pavillons avec une allure vraiment plutôt à la française. Des oculis très grands que l'on a pu voir à Turin, par exemple, dans le palais Carignan, fait par Guarini, et des variations sur les frontons qui marquent là vraiment le sens décorateur de ces deux architectes, qui font un magnifique rapport entre la partie construite, architecturée et minérale, juste en face, la vue sur le parterre de la Renommée. On comprend que cette entrée était souvent utilisée car cela faisait vraiment un magnifique écrin pour recevoir les visiteurs. Au cœur de l'édifice, la collégiale ou chapelle royale se trouvait au centre du dispositif prévu par Ardemas. Elle sera décorée par Francisco Sabatini, qui va travailler également sur le chantier du Palais Royal de Madrid. Le travail sera surtout mené pendant le règne de Charles III. Comme à l'Escorial, on a au centre de l'édifice cette chapelle, une coupole très haute et centrale, et tout cela se retrouve réuni autour d'un plan centré d'une grande croix ramassée grecque. Les influences ici, avec ces clochers hérités du baroque autrichien de Van Erlach pour l'église du collège de Salzbourg, faite en 1694, mais également celle, toujours par le même architecte, pour Saint-Charles Borromée à Vienne. L'arrière du bâtiment, on en a aussi une idée avec ces façades bombées que l'on trouve à Rome. Nous avons Sainte-Marie-Majeure à gauche et à droite l'arrière de Saint-Pierre du Vatican. Et donc ce plan en croix est quelque chose qui se retrouve très joliment orné et renouvelé avec ces animations à l'arrière du bâtiment. À l'intérieur, une tribune royale au premier étage, de façon à assister aux messes non solennelles, les messes ordinaires lorsque le roi n'est pas en bas pour communier. Et de là, il a une très belle vue sur tout un ensemble décoratif de stucs avec une très grande richesse.
ces stucs qui animent la nef sont réalisés par Vega, des fresques au niveau des coupoles qui ont malheureusement été perdues lors de l'incendie en 1916. Un autel principal qui est réalisé sur le dessin de Teodoro Ardemas, mais réalisé ensuite par Juan Landeberry. Richesse des marbres polychromes, rajout d'effets de lapis-lazuli de bronze et des toiles représentant, une toile ici représentant les saints patrons de la famille royale venue adorer la Trinité. C'est une peinture qui est réalisée par Solimena, la Santissima Trinidad et la Virgen, qui sont venus ici pour adorer la Trinité en compagnie de Saint Philippe, Sainte Isabelle, Saint Louis de France, Saint Fernand, Saint Charles Borromée, Saint Antoine et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. D'autres toiles latérales sont réalisées par Procracini, qui meurt d'ailleurs pendant les travaux ici à Saint-Ildefonse. À l'arrière, une chapelle des reliques réalisée en 1735, après la réception de nombreuses reliques qui arrivent et qui sont déposées dans le site 2 ans auparavant. Les stucs tout à fait bouillonnants et énergiques, avec la même vigueur finalement que ce déploiement vivace des fontaines côté jardin, dans cette grande nuée au-dessus des reliquaires, on peut voir une résurrection du Christ, travail de stuc fait par Luis Salvador Carmona entre 1756 et 1760. Une intéressante fusion entre les styles français, italien et espagnol, un artiste absolument virtuose. Dans ce grand espace rectangulaire, entre la sacristie et le chœur, donc à l'opposé, se trouve le monument cénotaphe à Philippe V, un monument qui est réalisé par Pierre Putois, les Espagnols vont l'appeler Pitoué d'ailleurs, ce qui est un petit peu plus joli, et Hubert Dumandre, Louis Hardy pour les sculptures, les renommées, les vertus des monarques et leurs médaillons de profil. Après avoir été enterrés dans la collégiale, ils seront effectivement inhumés ici en 1758. Au plafond, des grandes fresques avec les vertus cardinales, le triomphe de la justice et de la foi, peinture très brillante, très claire et lumineuse, faite par Sasso, qui achève le déploiement d'or que l'on a avec les différents trophées sur les parois de cet espace assez étroit, mais qui, par la clarté et l'abondance d'or, dilate complètement les proportions et les volumes. La partie centrale nous fait vraiment penser à un espace de cloître autour de cette fontaine. C'est vraiment ici la partie la plus lisible du cœur de la construction du bâtiment d'origine, fait donc dans les toutes premières installations. Et à partir de ce noyau vont se déployer les appartements royaux. Aujourd'hui, les plus beaux subsistent donc au rez-de-chaussée. C'est tout un ensemble de salles. 11 grandes salles basses aujourd'hui visitables, salles des statues notamment, comme celle que l'on peut voir ici, avec les statues acquises de la collection de Christine de Suède. Elisabeth Farnèse aura l'occasion d'acheter ainsi, à la disparition de la reine de Suède, sa collection et de pouvoir les placer dans les résidences royales espagnoles. Les grandes portes de noyer, comme on voit ici, et des portes d'olivier, donnent sur cette grande perspective et ce début des salons. Le jeune Philippe V avait été un élève de Fénelon qui était un ardent prédicateur contre les excès de luxe et les excès qui avaient existé à Versailles dans ces vanités de décor. Philippe V, dans la réalisation ici de la Grande Rade de Saint-Ildefonse, se veut un bon élève de son maître et pense faire ici une réalisation plus modeste.
on voit que c'est tout à fait relatif, peut-être plus modeste dans l'inspiration française et davantage une inspiration italienne, mais il pensait avoir fait ici une certaine œuvre de contrition pour se retirer du monde, dit-il, pour sa quiétude et pouvoir se consacrer à Dieu, comme le rapporte le Marquès de Grimaldi en 1724. C'est donc dans un dénuement tout à fait relatif que le roi pourra profiter de sculptures et de collections réunies à la Grande Rat. Ici, la salle d'Apollon, avec le groupe sculpté par Francesco Maria Nocchieri en 1680. Pendant un certain temps, cette figure d'Apollon avait été placée dans le jardin et ensuite remplacée par un buste de Christine de Suède. Il est revenu ici à l'intérieur de cette niche, d'où il ressort magnifiquement avec ce contraste de pierre jaspée à la Juvara et Sacchetti vont s'occuper de l'ensemble de la décoration intérieure, où les stucs dorés se multiplient, laissant apparaître au centre des percées, des trous qui ouvrent sur des cieux peuplés de divinités. Les voûtes, elles, sont peintes par Santiago Bonavia et par Bartolomé Rusca, qui étaient des spécialistes des quadratures, des grandes scénographies, des vues en contre-plongée, qui étaient les plus à même de travailler sur ces décors du rez-de-chaussée. Une salle intéressante, celle de la fontaine de Galatée, réalisée par Jean Thierry, c'est la pièce qui se trouve au centre de la façade. Et donc lorsque l'on arrive par les jardins, que l'on rentre dans le bâtiment, on a encore cette étape entre l'extérieur et l'intérieur avec cette idée de nymphée. Ces grottes qui animaient les jardins de l'époque Renaissance, que ce soit en Italie, avec les célèbres grottes du palais Pitti, dans le jardin Boboli. Ici, dans une petite voûte où Santiago Bonavia va faire un décor ovale, on reprend l'idée d'accès du palais Carignan à Turin, c'est-à-dire la forme d'un vestibule allongé, mais avec le caractère de grotte, comme celle que l'on avait aussi dans le palais Barberini ou dans les grottes que l'on avait pu voir, par exemple, à Saint-Germain-en-Laye. Donc on voit que au cœur du bâtiment, on a davantage ici l'expression d'une résidence de plaisance et pas forcément d'une maison officielle. Les coquillages, les concrétions, les jeux d'eau sont des choses qui sont immédiatement, pour les Français, rattachées à une création versaillaise. C'est la grotte de Thétis, un des premiers aménagements à proximité du château de Louis XIV agrandi dans les années 1670. La grotte a disparu, mais on a ici un modèle de restitution et l'on voit que nous sommes tout à fait dans les mêmes accords et tout à fait dans la même ambiance. Ensuite, un grand hall des 8 colonnes dessiné par Subissati. Le plafond est fait par Santiago Bonavia et Bartolomé Rusca, dans lequel on représente le rapt d'Europe. Et à partir de 1750, l'intégration de grands miroirs faits par la manufacture de Saint-Ildefonse va complètement démultiplier les effets et agrandir cet espace. Pièce qui porte le nom aussi de pièce des marbres, car on voit des marbres qui viennent des différentes régions d'Espagne, les colonnes en marbre de Cuenca, le verre de Grenade, et c'est ici une sorte de panorama des richesses géologiques de la péninsule. La salle des victoires, avec un plafond à la gloire des princes, qui vient ici sur les nuées se faire couronner par des anges des gloires et des renommées. Dans la salle suivante, la statue de la foi, une copie qui est faite par Frémin d'une sculpture originale faite par Spinazzi, qui était conservée en Italie, et qui est vraiment ici une œuvre magnifiquement mise en majesté au cœur de la pièce. Le mobilier est assez intéressant car on a ici toute l'énergie, toute la verve du dessin de Filippo Juvara. Juvara
et l'architecte, mais il conçoit aussi la décoration intérieure et fait des propositions pour le mobilier. Et c'est Bartolomeo Stecon qui va réaliser les différentes consoles à partir des dessins de l'architecte, ce qui donne un ensemble tout à fait unifié et cohérent, avec ici donc les exubérances du début du XVIIIe siècle dans un style particulièrement vif et rocaille. Au plafond, chute de Bellérophon, 1742 et 43 pour sa réalisation par Rusca et Bonavia, toujours la même série des artistes. C'est l'une des dernières salles de ces appartements bas. Bonavia était l'artiste principal qui était né à Plaisance et à partir des années 1728, il travaille à la cour d'Espagne. Il vient à l'initiative d'Alberoni et d'Elisabeth Farnèse, Plaisance étant une des possessions de la famille Farnèse. C'est donc le goût nouveau italien qui arrive rapidement ici à la cour et qui va permettre de moderniser les arts de la cour en Espagne. Et donc, dans ces grandes vues plafonnantes, comme ici avec le triomphe de Jason et Médée en 1743 par Rusca, Bonavia et Fedeli, un décor fait pour le cabinet de la reine, le retour de Jason et Médée après avoir conquis la Toison d'Or. On a ici une peinture véritablement à programme, puisque Médée règne sur le roi, elle l'a envoûté. Ici en Espagne, c'est Elisabeth Farnèse qui doit effectivement régner suite aux défaillances mentales de Philippe V. Et ce type de décoration, ce grand panneau central ouvert polylobé, c'est quelque chose typiquement incorporé et assimilé depuis les leçons italiennes des résidences les plus modernes du XVIIIe siècle. Autre décoration ici avec la salle de Caliste, Callisto aimé de Jupiter, mais découverte par Junon. Elle est transformée en ours. Jupiter est en train de l'emmener au firmament avec son fils. Et c'est comme cela que la grande ours et la petite ours prennent place dans la course des constellations à proximité de l'étoile de Jupiter. Une salle des audiences avec la chute d'Orphée. Il est battu ici par des bacchantes juste à proximité. C'est toujours la même équipe qui avait travaillé en 1743. Dans ce rez-de-chaussée, nous avons cette salle des perspectives réalisée avec des peintures faites par Panini, peintre romain spécialiste de ces vues de ville et de ces mises en scène architecturales. Mais ici, avec des scènes de la vie du Christ. Le Christ et le paralytique, les marchands chassés du temple. Des toiles sur le même sujet sont conservées au musée Thyssen à Madrid. Les dessus de porte représentent Jésus à la Samaritaine, un travail fait par Locatelli, et sont animés à l'arrière de vues de ville dans un goût plutôt arcadien. Sur les côtés, on aperçoit ces fins pilastres qui sont des éléments démontés à partir de paravents de Chine, d'éléments en cuir damasquiné dans un style chinois placés sur les murs par Domingo Maria Sani. C'est un décor qui est vraiment ici celui qui était à la mode dans les constructions de Juvara, donc le même architecte, dans les résidences royales de Turin. On retrouvait ces cabinets dans le goût chinois dans chacune des résidences faites alors en Italie, en Savoie. Les balambris avec des marbres assez typiques des décors baroques et ce décor plus moderne donc dans la partie supérieure. Il faut imaginer que dans ces pièces, on avait une multitude d'objets qui étaient issus du trésor du dauphin, le père de Philippe V, le fils de Louis XIV, et dont les plus beaux chefs-d'œuvre sont conservés maintenant au musée du Prado. Un détail pour voir les magnifiques effets de ces architectures en trompe-l'œil, animées par les personnages, et ces épisodes donc de la vie du Christ. Un ensemble très illusionniste, tout à fait virtuose, où les multiplications de couleurs offrent un effet véritablement très baroque, auquel les yeux français ne sont pas toujours très habitués.
tableau représentant Philippe V et sa famille, un tableau rétrospectif fait en 1743. À la mort du roi d'Espagne Charles II, le 1er novembre 1700, c'est donc le duc d'Anjou qui va être présenté à Versailles comme nouveau roi d'Espagne sous le nom de Philippe V. La scène a lieu à Versailles le 15 novembre, il est proclamé roi à Madrid le 24 novembre, il arrive en Espagne en février 1701 et devient le fondateur de la dynastie des Bourbons d'Espagne. Mais à la même époque, l'archiduc Carlos des Asturies restait un prétendant et un conflit sévère débute alors, conflit qui prendra un tour international jusqu'à la paix d'Utrecht en 1713. Et après un long cycle de décrépitude du pouvoir espagnol, on va voir la monarchie espagnole de retour dans le concert des nations et surtout rétablir une paix intérieure à travers le pays. C'est ce qui est mis en avant avec cette peinture faite par Van Loo. Dans ce souci dynastique, une salle du trône importante était attendue. Et c'est celle que l'on peut voir à l'intérieur de la Grande Rat, ancienne chambre de Philippe V au centre du palais, au premier étage. Ensuite, donc, elle sera transférée dans d'autres parties pour cette chambre. Nous avons ici de très grandes broderies d'argent sur le mobilier. Un mobilier avec des armoiries royales, les profils ici de Charles IV, des tapisseries qui proviennent d'Anvers sur le cycle d'Apollon, Apollon vainqueur du dragon, à proximité du trône, une chasse au sanglier de Calydon, et les armoiries royales à l'arrière du trône. C'est une des grandes salles d'apparat qui a pu subsister en partie, mais refaite après l'incendie de 1918. Des éléments anciens comme l'oratoire privé du souverain dans les anciens appartements de Philippe V et de la reine, un très beau sol en marbre fait par Bernasconi sous la direction de Bonavia. Au plafond, là aussi se trouvait un Apollon tuant le serpent Python. Même type d'ornementation avec ces effets de quadrature que nous pouvons voir dans cette chambre, avec ici le grand lit typiquement à la française, chambre d'apparat du XVIIIe siècle pour celle-ci. On voit ici de face ce lit monumental sous ces grandes décorations, et autre époque et autres décorations, avec la chambre d'Isabelle de Bragance, une chambre ici dans le goût néo-gothique du XIXe siècle, nous sommes à la moitié du siècle au moment de ces aménagements. Sur le côté, une peinture de la Charité faite par Isabelle Farnèse, qui se trouve dans les alcôves de cette ancienne petite antichambre des appartements et donc transformée en chambre pour les souverains au XIXe siècle. Le bâtiment ayant été toujours utilisé par la couronne espagnole, il y aura des réaménagements comme on voit ici pour cette salle à manger, assez typique des caractères du XIXe siècle par le mobilier et par la longue tenture en gourgouran abritant donc au-dessus les peintures des collections royales. Il est temps à présent de changer de résidence pour aller maintenant voir le domaine du parc et le parc d'Aranjuez ainsi que la Casa del Labrador à la fin de cette promenade. Le site est déjà attesté et utilisé au moment de la Reconquista. En 1171, Alphonse VIII offre les terres de ce domaine à l'ordre de Santiago. Il récompense ainsi l'implication de l'ordre dans les batailles qui avaient été engagées contre les Maures. Et les grands maîtres de l'ordre vont y construire un château
et tout autour, y perfectionner des terres cultivées déjà à l'époque moudéjar. Au XVe siècle, le titre de grand maître va être rattaché au roi et le domaine, qui était donc indépendant, celui confié donc à l'ordre de Santiago, revient dans le giron des possessions royales. Un moment où la plaine va être totalement modifiée, passaient deux grandes rivières, le Tage, qui reçoit à cet emplacement la rivière du Jarma. C'est ainsi une sorte d'oasis dans une région plutôt aride au sud de Madrid, des terres assez riches, qui étaient déjà célébrées comme un véritable paradis pour le roi. Et Bautista de Toledo, qui travailla pour le premier Escorial de Madrid, va engager des travaux. Il meurt en 1567 et Juan de Herrera va travailler ensuite pendant une vingtaine d'années. Ce premier palais, Philippe II va l'apprécier de plus en plus car le site à proximité du Tage donne de la fraîcheur et des ombrages en été et il va en faire une résidence surtout utilisée au printemps mais qui sera également très agréable à l'automne. On passe plutôt l'été à Valsin, à la Grande Rade de Sant-Ildefonse que nous venons de voir et davantage ici le séjour pour l'automne. Ainsi, la volonté est faite de créer autour de ce premier château également un village royal avec des constructions neuves, des édifices de service, de créer des rues qui vont être plantées, de grands barrages pour protéger des fureurs, des flots, les jardins, mais pour pouvoir aussi irriguer les vergers tout autour. Et l'on voit sur la gauche du bâtiment, ici, que les jardins ont commencé à être rationalisés avec les premiers travaux qui sont faits par des maîtres de l'ordre de Santiago à l'époque de Charles Quint. Sur la partie droite, les premiers bâtiments de service, tout cela relié par des galeries couvertes. Le site est encore très simple, mais l'agrandissement, les noyaux sont déjà ici mis en place. On voit également qu'un plan se met en forme. Ce plan, on le voit, cette fois-ci, démultiplié dans l'espace avec les aménagements de 1750. C'est l'architecte Santiago Bonavia qui va développer la ville dans toute la partie basse avec des pâtés de maisons très réguliers. Un ensemble réalisé par l'ingénieur des Aguirre qui s'était perfectionné sous Philippe II en compagnie de Bautista de Toledo et d'autres ingénieurs, des personnalités qu'on a vu travailler au chantier du Palais Royal de Madrid. Toledo va reprendre les aménagements des types napolitains qui avaient été faits avec le nouvel urbanisme. Il reprend aussi les principes de Carlo Fontana à Rome avec les grandes avenues bien droites, les avenues qui arrivent en trident et qui convergent vers le cœur de l'habitation, des grandes promenades abritées sous des tilleuls, c'est quelque chose qui sera fait à la demande de Ferdinand VI pendant le XVIIIe siècle, et des grandes rues sur la partie droite, rue de la Reine, rue du Prince, rue des Enfants, une volonté véritablement d'avoir un plan qui reflète l'unité d'une monarchie éclairée, unir ici dans le projet le faste de la résidence, les plaisirs de la campagne et une conception tout à fait rationnelle de cet espace. Le projet de Juan de Herrera sera inachevé, mais ensuite les jardins qui ont été agrandis à l'époque des Habsbourg, vont reprendre une grande dynamique à l'époque des Bourbons. C'est toute la partie supérieure dans la courbe du Tage que l'on voit. Philippe V va ordonner des travaux et des agrandissements à partir de 1715 qui vont continuer sous Charles III, sous Ferdinand VI, un site où on accueillera également de très grandes fêtes. C'est là notamment que Farinelli va mettre en scène de grandes arrivées musicale sur le Tage, un lieu de séjour qui est particulièrement apprécié et goûté par la famille royale. Une résidence à destination de la famille,
les visiteurs ou les ambassadeurs qui souhaitaient venir à l'occasion de ces événements devaient alors se loger par leurs propres moyens dans le village, à l'extérieur ou plus loin. On voit que là, on a vraiment le cœur d'une maison totalement destinée à l'usage de la famille. Mais l'apparat ne sera pas pour autant négligé. Nous avons ici la vue de l'axe d'arrivée traditionnel, celui qui se fait par la façade que l'on dirait arrière aujourd'hui, car on arrive de l'autre côté lorsqu'on arrive par le train venant de Madrid. C'est une vue qui est faite par Antonio Joly, vue panoramique d'Aranjuez, avec donc son allée d'arrivée. Sur la gauche, la grande place Saint-Antoine et sur la droite, l'embarcadère sur le Tage. Un passage d'ailleurs que l'on aperçoit ici, réalisé avec un petit pont en 1761, permet de donner un créneau pour la réalisation de ce tableau. Le cortège d'arrivée que l'on voit ici, le jour de la Saint-Ferdinand, une arrivée du côté de la place Saint-Antonio, donc nous sommes juste rapprochés ici, une peinture faite par Francesco Battaglioni en 1756. En 1766, donc 10 ans plus tard, sous Charles III, il y a de très grandes agitations. On parle des mutineries d'Esquilache, des soulèvements qui ont lieu à Madrid suite à un règlement municipal qui interdit de porter les vêtements madrilènes traditionnels. Surtout, le vrai problème était les hausses de prix des denrées de première nécessité et le rejet des ministres étrangers qui gouvernaient au sein de l'administration de Charles III. Et la population espagnole se soulève. Le roi trouve alors refuge ici à Aranjuez et du coup, eh bien, il va favoriser par la suite les aménagements de la ville et du palais. C'est donc dans cette mouvance que l'on va voir encore s'embellir la place Saint-Antoine vers 1757, ici pour cette peinture faite par Antonio Joly, tableau dans la collection Abello à Madrid. La place avait été conçue par Bonavia, elle sera donc achevée sous Charles III, avec cette idée de perfection urbaine, mais également tout à fait fonctionnelle. Dans la partie droite, on a le grand portail d'entrée vers les jardins royaux, derrière une série de maisons pour les officiers, et sur la gauche, des maisons pour les enfants et les autres membres de la famille royale qui ne seront pas logés au cœur du château. Tout cela est réuni par des galeries de circulation qui convergent vers le palais. Il fallait bien sûr un élément fort pour rimer cette très grande place et c'est comme cela que l'église royale de Saint-Antoine va être élevée. Des plantations d'arbres tout autour seront rajoutées pour contrebalancer la grandeur des espaces, espaces très étirés, mais assez plats, assez peu de hauteur, et ces arbres furent les bienvenus. C'est ce que l'on peut voir aujourd'hui dans son état actuel, mais sinon le site n'a pas subi de grandes modifications. Une fontaine réalisée en 1750, autrefois une statue hommage à Ferdinand VI y avait été installée, un aspect assez théâtral avec ce socle où nous avons les multiples jets d'eau qui des ornements avec des liens de la tour de Castille, les lions pour la couronne d'Espagne, cette fontaine qui avait aussi le but de desservir en eau cette partie de la qui, en partie supérieure maintenant, possède une statue de Vénus, dite Marie Blanche, par son éclat de la pierre, une statue réalisée en 1830. Le côté de la cour principale que l'on voit ici, donc à l'arrière l'allée est arrivée que l'on a vue précédemment,
C'est ce que l'on retrouve avec cette vue faite en 1636, avant les grands agrandissements, un tableau fait par Juan Gomez de Mora. À gauche, on distingue une coupole qui était celle de l'ancien théâtre, à droite une coupole jumelle pour la chapelle, faite à la demande de Philippe II. Le projet fait par Toledo est celui d'une cour centrale, très formelle, très habituelle, le point de départ aussi de différentes galeries basses ouvertes, qui seront fermées par la suite pour augmenter les appartements. Idée donc de ce bâtiment bloc, comme on l'a vu dans de nombreuses résidences espagnoles auparavant. Autour des jardins qui sont fermés, qui eux devaient servir de protection, car on distingue effectivement qu'ici il n'y a pas de muraille, pas de saut de loup, pas de fossé. C'est véritablement une ouverture sur la campagne qui est favorisée, une façade vraiment à la romaine. Vont se développer les galeries qui partent du côté de la ville pour faire les liaisons avec les bâtiments des officiers de garde ou les bâtiments du prince. La cour telle que l'on voit aujourd'hui, avec un agrandissement, avec les deux grandes ailes qui ont poussé de part et d'autre et qui donnent cette très grande cour, et une partie centrale qui conserve une grande partie de l'allure ancienne, surélevée à l'époque de Bonavia, à la fin du règne de Ferdinand VI, dans les années 1750. Sur cette façade, on va retrouver des figures sculptées de Philippe II, de Philippe V, de Ferdinand VI, réalisées par Pedro Martinengo au sommet de la façade, installée ici en 1751. Sur la partie gauche de la cour, Philippe V va approuver donc les plans de Pedro Cardo Hidrogo pour amplifier le plan d'origine de Herrera, et l'on construira donc de très grandes ailes qui donnent une allure un peu plus à la française, un peu plus imposante au bâtiment. Sur la partie gauche, la réalisation d'un théâtre, et sur la partie droite, réalisation d'une chapelle qui sera faite seulement en 1778. Ce sont des exhaussements qui sont faits à l'initiative de l'architecte Sabatini à cette époque. Et donc, lorsqu'on passe ce porche central, on arrive à l'escalier. Un grand escalier réalisé sur le modèle de Toledo qui reprend le type des grands escaliers palladiens. C'est le type d'escalier qu'on appelle aujourd'hui à l'impériale et que l'on a pu voir aussi dans le palais de Madrid, une rampe centrale qui s'élargit ensuite en deux rampes latérales pour passer au premier étage. C'est un architecte ici, Bonavia, qui va achever la décoration en 1741. Il est le protégé d'Élisabeth Farnèse, qui reprend donc le principe de l'escalier de Madrid. Le décor ne sera pas achevé et les peintures seront seulement finies en 1851. Et à la demande d'Isabelle II, eh bien, on voit qu'on va mettre une peinture en fausse boiserie pour faire ce plafond à caisson peint directement sur les pierres. Peinture qui avait été totalement recouvertes en 1958 et qui sont réapparues au moment des restaurations en 2008. À ce moment, la reine Isabelle II va demander à prolonger la voie de chemin de fer avec une voie spéciale qui, en 1878, arrivera directement dans la cour et ainsi les invités pouvaient descendre et entrer presque déjà directement à l'intérieur du palais par ce magnifique escalier. Grandes ferronneries qui sont faites par Berranco, de très longues marches en un seul bloc de pierre blanche de Collemar, un escalier très lumineux et très majestueux. Sur le palier, une niche dans laquelle nous avons des bustes de Coisevaux, Louis XIV ici, mais également Marie-Thérèse et le grand dauphin, le père de Philippe V, des sculptures qui sont arrivées avec le legs testamentaire du grand dauphin. C'est d'ailleurs 400 tableaux qui vont arriver de l'Escorial et être placés à Arendroise sous Charles III. Donc on a un ensemble qui très vite va réunir de très belles œuvres. Dans les salons, au premier étage, le bureau de Charles II. À l'origine, beaucoup de tapisseries flamandes jusqu'au XVIIIe siècle pour décorer les murs. Avant
que ces appartements ne soient réaménagés. Les appartements de droite étaient ceux, à l'origine, de la reine à gauche du roi. Il y a une inversion qui est faite au XIXe siècle. Donc ici, nous sommes bien dans l'ancien bureau de Charles II, qui avait été auparavant la garde-robe de la reine. Les stucs sont faits par Morelli, un Italien venu sur la proposition de Vélasquez lorsqu'il le rencontre à Rome lors de son voyage de 1630. Et les tableaux, qui sont en partie basse, eux sont du XVIIIe siècle, ils sont faits par Luca Giordano. Quelques-unes des peintures d'ailleurs qui se trouvaient à l'intérieur de cette même pièce, dont on a un cycle autour des thématiques d'Apollon, Apollon que l'on voit ici sur le mont Parnasse. Qui sont en partie inachevés en 1664, mais avec les personnages que l'on peut reconnaître comme Mercure, ici, en bas à gauche. Juste après, c'est Hercule, avec sa massue dorée. On va retrouver Neptune, Atlas, les vertus, les aigles aux angles. Des aigles, puisque nous avons évidemment des références ici aux armoiries des Habsbourg. La fresque centrale est faite par Luca Giordano, 1696-1697, pour sa réalisation, à l'époque donc de Charles II. Dans les médaillons, nous avons des représentations de la clémence, de l'humanité et de la sévérité, des vertus que doit avoir un monarque vigilant, car au centre, le personnage représenté, c'est Janus, dieu civilisateur, mais dieu de prudence avec ses deux têtes, une tête imberbe qui est ici le portrait du souverain, et une tête barbue, symbole de philosophie et de connaissance. Il est juste à l'entrée du temple de la paix, un grand globe terrestre apparaît à l'arrière dans les nuées. C'est donc la prétention à contrôler le monde de la couronne espagnole, et au pied de ce grand trône, les 4 saisons sont ici réunies et sont presque en hommage et en allégeance aux bonnes volontés de Janus. À proximité, la galerie ou salon des paysages, une galerie de 32 mètres de long, réalisée à la demande de Philippe IV, qui avait commandé 33 tableaux de paysages dans le cercle des artistes qui travaillaient avec Vélasquez. Benito Manuel de Agüero va en faire une très grande partie. La pièce, ensuite, a été divisée en 5 petits espaces. On avait également des sculptures, des stucs façon bronze, comme ici avec le tireur d'épines, des représentations des jardins parfois réadaptés et remaniés. C'est le cas de la fontaine des Tritons, préparé par Vélasquez en 1657, le tableau maintenant est au Prado, et qui marquait en quelque sorte la fin du parcours dans le jardin. On avait cet espace de transition avec ces vues du jardin avant d'entrer dans les appartements. C'est utilisé pour des chasses, et notamment le moment final de la chasse au cerf, un tableau par Martinez del Manzo, où l'on voit que le cerf est conduit dans ces grandes coursives pour l'amener auprès des dames pour pouvoir assister à la Lalie. L'antichambre du roi, avec ce damas bleu de la période isabélienne, donc moitié du XIXe siècle, et un papier peint de l'époque alphonsine, Alphonse, roi de Naples, et ensuite, c'est des thématiques de décor que l'on trouve vraiment très soutenues avec ces couleurs impressionnantes du XIXe siècle. Nous avons dans ces pièces des tableaux comme ici le Soupir du mort par Joachim Espalter, un tableau de 1854 qui est peint pour Marie-Christine, l'épouse de Ferdinand VII, la mère d'Isabelle II. C'est le départ de Boabdil de Grenade, donc peinture historiciste rappelant les époques antérieures de l'histoire espagnole.
Dans un des angles de la pièce, une ouverture sur un petit oratoire, l'oratoire de Marie-Louise de Parme, fait en 1789, un autel en marbre et bronze fait par Gardioni sur le projet de Villanueva, avec au-dessus une Vierge à l'enfant faite par Francisco Bayeux, qui va travailler dans beaucoup de résidences pendant le XVIIIe siècle. La salle à manger, ancien salon de conversation sous Ferdinand VI, les décors datent des années 1748 et sont faits par Giacomo Amignoni, qui avait conçu ainsi ce programme de plafond avec des stucs, un sol de carreaux ornés, on distingue des trophées, des instruments de musique dans la partie centrale du pavement. Il avait fait toute une série de toiles sur l'histoire de Joseph, qui était en partie inachevée à sa mort en 1752, et Corrado Giacinto va faire les toiles complémentaires, celles que l'on voit ici, sur les parois. Le mobilier est un mobilier en acajou fait par Charles Saunier pour Ferdinand VII. Nous sommes au tout début du XIXe siècle. Ce mobilier remplace le mobilier rococo, très sinueux, qui était celui d'origine, mais qui n'était plus au goût du nouveau siècle. Moment où l'on va remettre aussi des cadres droits au-dessus de portes pour encadrer les vertus, douceur et humilité que l'on aperçoit ici, et arriver aussi d'horloges monumentales, comme celle que l'on voit au fond de la pièce, des horloges commandées par Charles IV à Réguet et Lépine, donc des fabrications françaises. Dans cette pièce devenue donc salle à manger sous Charles IV, on distingue toujours le plafond des allégories du règne pacifique de Ferdinand VI. Paix, justice, abondance, munificence, les 4 parties du monde dans les médaillons sont également représentées. Un peu plus loin, le cabinet arabe, nous sommes dans l'univers fantastique du XIXe siècle qui conjugue les influences et les couleurs, un travail fait entre 1848 et 1850 par Raphaël Contreras, qui avait été restaurateur à l'Alhambra, et il s'inspire de cette Alhambra de Grenade pour réaliser cette salle qui était à destination de fumoirs. Des panneaux avec des stucs bas pour donner une allure d'azulejos, et des portes avec des transparents qui pouvaient ainsi être modifiés pour le décor. On voit la partie basse qui peut commencer à se soulever, et ainsi on modifie les perspectives. Ici, le transparent avec la vue sur la cour des Lions. Et au-dessus, donc dans ces décors de stuc, les fins ouvrages inspirés des décors des plafonds de l'Alhambra. Autour, on avait tout un mobilier avec des guéridons, des plaques de porcelaine livrées par des fournisseurs français, notamment de grandes plaques de Sèvres offertes par Louis-Philippe à la reine Marie-Christine. La chambre du roi que l'on voit ici, ancienne chambre des reines auparavant, suite à cette alternance donc au XIXe siècle de disposition des appartements, c'était la chambre des reines de la maison d'Autriche, et Isabelle Farnèse y meurt en 1766. Au plafond, des fresques avec des voûtes en quadrature, elles sont faites entre 1734 et 35 par Giacomo Bonavia. C'est la seule partie complètement indemne de l'incendie qui a ravagé une partie des plafonds en 1748. Une grande cheminée monumentale dans un style rococo, mais faite en 1864 pour Don Francisco d'Assise, le roi consort, ainsi qu'une armoire néo-rococo sur la partie gauche. Un grand lit d'acajou dans le style empire qui est fait par Juan Archenburch. Au-dessus, une peinture de l'Immaculée Conception faite par Raphaël Tego, et de très nombreuses peintures religieuses, crucifixion, Mater Dolorosa par Domingo Gracia y Diaz. Une Vierge à l'enfant par Louis Ferrand, et ce tissu en satin jaune avec bordure rosette avec des feuilles de perles, un petit velours cramoisi qui met magnifiquement en valeur ces peintures.
très belle grâce dans tous les détails, que ce soit cette console d'époque Charles IV ou ce siège de type directoire fait en 1802, livré par Antonio Pomerada, une sculpture très fine faite par Georges Blasé, une dorure faite par Andrés del Peral. On a la chance de conserver toutes les commandes qui permettent de retrouver le nom de tous ces intervenants sur ce mobilier royal magnifiquement conservé. Une salle des miroirs ou salle d'habillage du roi, qui fut un temps la chambre de Charles II. Des peintures allégoriques avaient été faites par Giordano, mais l'ensemble est modifié sous Philippe V par Galuzzi et Bonavia, puis pour Marie-Louise de Parme, avec ce riche sol au décor géométrique, les miroirs placés par Juan de Villanueva et une voûte refaite en 1803 par Jean Dunque, avec des animaux chimériques, des inspirations dans le goût pompéien, qui était alors très à la mode, mais très coloré dans la partie que l'on voit ici. Autre angle et autre effet des couleurs, des matières et des très très belles textures, comme on peut le voir. Sculpture en bois de poirier pour réaliser les tringles qui vont accrocher les grandes draperies, des imitations du goût de Wedgwood pour les éléments placés sur la console, des porcelaines avec les effets ici de plumage en biscuit, le tout doré par Andrés de Peral, un ensemble donc tout à fait majestueux pour cette très belle salle des miroirs. Et dans les contre-fenêtres, on a de magnifiques détails ici dans ce décor de style pompéien réalisé par Manuel Pérez. C'est donc toute la grandeur du monde antique que les Bourbons, régnant à Naples et venant ensuite succéder au trône d'Espagne à plusieurs reprises pendant le XVIIIe siècle, vont ainsi assimiler, et on a un très très bel écho donc, de ces influences napolitaines. Faste du mobilier, attribué ici à José Lopez, avec ses très belles sculptures et ce travail de passementerie absolument exubérant pour décorer la partie basse de ce mobilier. Le bureau du roi, 2 pièces, créées sur l'ancien salon de Philippe II, un plafond à grotesque réalisé toujours par Dunque en 1803, le bureau qui vient des ateliers royaux, et des manufactures royales. C'est un plaquage d'acajou, de belles applications en bronze, un bureau qui est fait pour Don Francisco d'Assise. Et dans cette pièce, il va placer 32 tableaux, essentiellement des tableaux faits par son peintre favori, Ferrando Ferrant, avec des vues de paysages réalisées entre 1851 et 1853. Ferrant était son professeur de dessin, une très très grande finesse d'exécution dans tout son travail, et on comprend que le roi ait pu apprécier de travailler avec lui à partir de 1849. Et en dessous des grandes scènes, des petits tableaux de paysages, toujours sur des cartons de Louis Ferrand, et des aquarelles faites par Manuel Arbos, qui reprennent parfois l'aurore de Guido Reni, comme on voit ici, entre les 2 vases en verre rouge Galatée de Raphaël, une reprise faite entre 1840 et 1850, avec finalement ici une transposition presque miniaturiste de ces grandes fresques et de ces grands décors romains. Un magnifique bureau, un magnifique fauteuil de bureau par Ángel Maeso, fait pour Ferdinand VII à Madrid. Tout un ensemble décoratif avec aussi le secrétaire en racines d'olivier, les consoles qui sont attribuées à Jacob Desmalter, c'est le début du grand style empire français, des petits objets en grande quantité, sur le secrétaire un petit coffret d'époque isabelline, des nécessaires en bois de rosée et en porcelaine. Le palais a la chance d'avoir une quantité d'objets qui donnent l'aspect très vivant à ces pièces.
un cabinet des tableaux chinois, une série de 200 peintures faites à la moitié du 19e siècle. C'est un achat fait par la reine Isabelle en 1847. En dessous des commodes et des bas d'armoire de style empire français. Un grand lustre à la chinoise pour éclairer avec les petites facettes chacun de ces petits dessins. Et donc on a à l'intérieur de ces petits cadres plein d'activités tout à fait amusantes, comme la récolte du thé. On est en train de récolter aussi les feuilles. Dans les vignettes à droite, on est en train d'apporter à manger au ver à soie. On part en promenade aussi sur la droite. Mais d'autres personnages se trouvent ici en train d'être torturés. Donc un mélange assez étonnant entre des scènes très calmes et des scènes un petit peu plus cruelles dans ces 200 petites vignettes et peintures des activités des Chinois. Le boudoir et coiffeuse de la reine, un plafond très restauré et retouché à l'époque d'Isabelle, avec des coquilles, des arabesques et des médaillons de type victorien. Un petit Cupidon ici qui se retrouve accroché à un arbre, car Vénus est très fâchée de son comportement. Et en dessous, eh bien, on voit effectivement un type de mobilier plutôt habituel de cette moitié du 19e. Nous avons une voûte donc faite par Marino Salvador Maella, 1803-1805, un lustre en porcelaine et bronze à 30 flambeaux de fabrication française aux armes de Isabelle, Y2 pour son chiffre. Tenture qui est faite de gros blancs parsemés de fleurs de rose par la manufacture Escudère à Barcelone. Et la très belle coiffeuse à double face en bois de gaillac, c'est un des bois les plus résistants, très très grande densité car lorsqu'on le jette à l'eau il coule, mais qui est quasiment imputrescible et surtout donc avec une telle densité qu'il craint que très très peu de dommages. À l'arrière, une salle de bain, une porte communique directement, un beau décor de stuc avec des bandes vertes et stuc blanc. On trouve deux sculptures en marbre de Carrare, Eros et Psyché par Cavapecci, et puis la Fidélité, tableau, sculpture anonyme à droite, et donc une grande cuve en marbre faite en un seul tenant. La chambre de la reine était l'ancien bureau du roi Charles IV au XVIIIe siècle. Les fresques sont faites par Zacarias González Velázquez, une représentation de la monarchie espagnole, entourée de la justice, du temps, des sciences, des arts, des vertus, de la loi, avec les allégories des saisons, de l'abondance, de la religion. Reprise de la peinture faite entre 1803 et 1804. De nouveau, un damas jaune, très apprécié par la reine Isabelle, des tableaux de paysages, mais aussi des tableaux religieux, et puis ce lit en gondole, en acajou, avec de très très belles incrustations de marqueterie, une table chiffonier à côté, un prie-dieu. Tout cela est un ensemble livré par la ville de Barcelone à l'occasion du mariage d'Isabelle en 1648. Mobilier qui fut installé dans le palais royal de Madrid et qui n'a été placé ici qu'au XXe siècle. Autre élément fastueux du palais, c'est ce cabinet de porcelaine. Il est fait entre 1750 et 1760. Un très beau sol également fait dans la même époque. Alors ce cabinet reprend des morceaux en porcelaine qui avaient été commandés en 1729 et 1730 par Élisabeth Farnèse. Charles III va le faire transporter depuis la manufacture de Capodimonte, va fonder d'ailleurs dans le parc du Buen Retiro une manufacture de porcelaine et pouvoir compléter et embellir donc cette grande salle cabinet de porcelaine dont on a vu déjà des exemples auparavant en Italie et dont on a une incorporation ici à l'intérieur d'une résidence espagnole, incorporation tout à fait exceptionnelle. C'est une construction alors typiquement on voit ici les effets archi-couvrants de ces plaques de porcelaine qui sont vissées sur montant sur une structure en bois.
On voit que la pièce était vraiment une des pièces préférées du roi, Charles III, et donc à l'intérieur, il veut vraiment les décors les plus nouveaux, les plus précieux. C'est sa résidence préférée, il y passe beaucoup de temps et donc il veut avoir cette pièce d'apparat avec un style, des ustensiles, et même, des pâtes, qui dans les premiers temps seront incorporées de Naples pour faire, les premières porcelaines. L'ensemble de l'aménagement est achevé en 1763, une signature de Giuseppe Gricci en témoigne pour les porcelaines, et donc l'ensemble de la pièce, installation aussi avec les lustres, fait en 1765 pour sa totalité. C'est une multiplication de personnages avec des dragons, des fruits, plein de petits objets aussi qui sont typiques de la vie chinoise, une interprétation tout à fait naïve du style à la Chine, mais qui est adorée à travers toutes les cours d'Europe à cette époque. Cette décoration servira de base pour la création du cabinet chinois du palais de Madrid, mais lui avec une structure, un type de décor un petit peu plus classique, plus à l'antique néoclassique. Le bureau de la reine que l'on voit ici, ancien salon d'habillage pour le roi, les plafonds toujours de 1803 par Manuel Pérez dans le style des grotesques Renaissance, des petits tableaux de paysages qui sont faits par Montalvo, fauteuils et parties de mobilier qui proviennent de la Casa del Labrador, bureau en acajou massif, des dossiers que l'on appelle en Espagne en forme de peigne à mantille avec cette partie rudentée basse en bas du dossier, tombant vers l'assise. Une allure qui fait penser au style étrusque, comme on l'appelait, style pompéien aussi, à la fin du XVIIIe siècle. Le grand salon, salon des ambassadeurs ou salle du trône, qui faisait partie des anciennes salles des gentilshommes, une salle où le roi venait dîner auparavant et qui va être transformée en grande salle d'assemblée à l'époque d'Isabelle. On a la chance d'avoir une partie de la passementerie d'origine, le mobilier façon Louis XV mais qui date du XIXe siècle, tout un bel ensemble également de pendules, de candélabres en style retour d'Égypte, et au centre de la pièce, au centre d'une grande voûte à la détrempe, une toile de 1851 par Cameron, la nation se promettant sous l'égide du nouveau roi une ère de paix, de prospérité, comme le montrent les arts avec leurs outils prêts au travail. La guerre avec l'abondance, torche allumée dans un coin obscur pour ne pas exercer sa rage, et la corne d'abondance dont les fruits sont disséminés sur le sol. Voilà la description de ce grand programme allégorique de la couronne espagnole. L'oratoire du roi Charles VI, dédié à l'Immaculée Conception, sur les murs des peintures de Francisco Bayo représentant des épisodes de la scène de la et au plafond, des stucs qui sont faits par les frères Brilli et une fresque toujours par Francisco Bayeux, 1790-91, grande maturité de son style pour cette apparition du Père éternel sous un grand dais. Il est entouré d'anges, des cartouches en grisaille au contour de la pièce avec des thèmes de la naissance, de l'éducation et de l'annonciation faite à la Vierge. Pour le tableau de l'autel, c'est Salvador Maella qui va réaliser cette décoration. Une structure qui est pensée et conçue par Villanueva dans un espace qui était très très étroit. C'était un ancien escalier qui se retrouve condamné et qui va abriter cette petite chapelle oratoire. Mais une plus grande chapelle est construite dans une des ailes de l'édifice. Elle est achevée et consacrée le 25 mars 1779. C'est l'architecte palermitain Francesco Sabatini qui réalise cette chapelle sous forme de plan centré, avec tout de même une petite nef et des tribunes pour les dames au premier étage. Une tribune royale que l'on distingue au fond de ce tout petit embryon de nef.
Des stucs réalisés par Brilly, les fresques sont faites par Bayeux en 1779, une petite voûte à lanternon en haut où on a une gloire et un Saint-Esprit apparaissant. Dans les différents segments de la voûte, dans les 4 parties, la foi avec les tables de la loi sur la gauche, Saint-Luc peignant la Vierge dans la partie basse, le triomphe de l'anneau de Dieu à droite et au-dessus de l'autel la prophétie d'Isaïe dans la partie qui est tout en haut. Et en pendant, dans l'aile en miroir, de l'autre côté de la c'est un théâtre établi sous Charles III, appelé théâtre du Colisée, ou Colisée, pardon, 1766 pour sa réalisation par Jaime Marquez, c'est le plus ancien théâtre d'Espagne ayant survécu, un théâtre pouvant accueillir 800 spectateurs, et dont la restauration a été achevée en 2011. On a retrouvé dans les comptes le plafond inachevé fait par Anton Raphael Mengs en 1776, où nous avons le temps courroucé qui enlève les plaisirs. À l'extérieur, les jardins font partie complètement de l'agrément de cette résidence, des jardins dont on a une vue en 1720 ou 1724 à gauche, elle est faite par Oas, une vue équivalente actuelle à droite. On voit que l'utilisation du tage a été magnifiquement pensée de façon à donner un côté très pittoresque à ce jardin, à profiter de l'eau également. C'est Esteban Bouteloup qui va travailler aux aménagements des jardins dans les années 1730 et 1735, leur donner une grande partie de la structure que nous connaissons aujourd'hui. Ce passage de l'eau permet d'avoir une transition entre la partie domestiquée et architecturée et puis ensuite la partie de la nature. Au pied des appartements du roi, le jardin du roi, sur le modèle d'un petit jardin fermé. C'est finalement ce que l'on avait à l'intérieur des résidences Mouderard ou dans les parterres italiens, ces petits jardins secrets destinés à l'usage uniquement de la famille royale. C'est des choses qu'on avait également à l'Escorial et qui sont conservées dans les premiers aménagements pensés par Juan Bautista de Toledo. Des parterres qui dégage la proximité du bâtiment au niveau de l'arrivée. Ces parterres ont été refaits en 1986. Les allées d'origine étaient en petites briques placées sur la tranche qui, comme cela, faisaient un joli pavage depuis les années 1622 qui permettait de circuler à l'abri de la poussière ou de la boue lorsqu'il avait plu. Philippe IV, lui, va supprimer les effets de rocailles de grotte pour davantage installer des statues, des grandes fontaines, avec un sens un peu plus politique, un peu plus dynastique, dans un goût aussi à la française, et éloigné un peu du pittoresque d'origine. C'est ainsi que l'on va voir la fontaine d'Hercule, Hercule sous le vent hanté, suite au remodèlement qui sera fait au XVIIIe siècle et l'achèvement ici au XIXe siècle. La statue d'origine faite par González Velázquez est remplacée en 1827 ici par cette nouvelle composition. En dessous, donc, on a une partie des enrochements rocailleux faits au XVIIIe siècle. Voici l'étendue du plan, donc qui se déploie sur la partie supérieure à proximité de la résidence, un détail fait par Hermosilla en 1790, et des îles de verger également, qui vont être raccordées par la suite par des petits ponts à l'époque de la reine Isabelle. Une fontaine d'Hercule que nous retrouvons ici. Celle-ci est faite par Barranuevo en 1661. Elle fait partie de ces fontaines parmi les plus anciennes. Les toutes premières étaient déjà apparues en 1582, mais les plus anciennes conservées sont celles de la moitié du XVIIe. Fontaine d'Apollon, un cadeau fait par le vice-roi de Naples, le comte de Monterrey. Un envoi donc qui est fait à la couronne d'Espagne au XVIIIe siècle. Des harpies, emplacement original où
où se trouvait une petite folie, 3 pavillons construits en 1594. Le tout s'effondre et au XVIIe siècle, on installe cette sculpture du Spinario au centre et avec Sabatini, en 1782, on met ces petites colonnes avec ces harpies crachant de l'eau du haut de ces colonnes. La fontaine de Bacchus, une sculpture faite par Jacques Jongling, fin du XVIe siècle, un marbre toscan qui va servir pour la réalisation de la fontaine en partie basse qui est faite par Jean de Bologne, une fontaine qui est un cadeau du grand-duc de Toscane et qui arrive en Espagne en 1602. Et d'autres sculptures avec les thèmes ici de Neptune, des bronzes commandés à l'origine pour le Palais Royal de Madrid par Velázquez et qui seront placés ici. Une commande qui est faite directement à l'Algarde, un des plus brillants sculpteurs de Rome au début du XVIIe siècle. L'installation ici sera faite seulement en 1661 avec les groupes de Neptune de Cybèle, comme ceux que l'on peut voir ici. Un lieu donc très animé. On vient assister à des promenades en Felouque. On voit ici le Jardin du Prince avec ses aménagements refaits entre 1789 et 1808 dans un style anglais. On assiste également à des événements de nouveautés comme le 4 février 1784, cet envol de Montgolfière, un tableau qui est fait par Carnicero. Et c'est un opérateur français, Monsieur Boucher, qui avait réalisé à cet envol en présence du roi Charles III et de la population, avec une jolie vivacité descriptive que l'on a dans ce tableau de Carnicero conservé au Prado. À l'intérieur du jardin sont conservées les felouques royales. La plus ancienne date de l'époque de Philippe IV, en 1724, acquise à Naples pour les promenades sur le lac du Buen Retiro à Madrid, et puis elle arrivera à la Grandra. D'autres felouques à l'époque de Charles IV, puis du XIXe siècle, seront rajoutées à l'intérieur de cette collection. La dernière felouque, celle d'Alphonse XII, en 1879, c'est la felouque blanche avec 14 rameurs et le lion de Castille à la proue de l'embarcation qui font penser à ces felouques que l'on avait aussi dans les résidences royales françaises. Dans le jardin des grandes perspectives, elle s'achève par la fontaine d'Apollon, perspective achevée en 1790, effet de grande architecture, où l'on va déposer une sculpture. Une grande sculpture représentant la divinité Apollon, c'est une de ces commandes qui avait été faite par Christine de Suède à Nocchieri pour son palais de Rome, et l'achat donc est fait en 1724 par Philippe V et seront disposées à la Grandra, comme on a pu la voir pour celle-ci, et d'autres répliques dans le jardin ici d'Aranda. Un jardin qui va suivre aussi les évolutions de la mode et des styles, jardin anglo-chinois pour cette partie aménagée à partir de 1785 sur les plans de M. Bouteloup, une tonnelle chinoise faite par Villanueva, et à l'arrière un petit temple à une dizaine de colonnes de marbre vert venant d'Italie, apporté alors à la Grandra. La dernière étape dans ce jardin est celle de la découverte d'une résidence qui porte le nom de la maison du laboureur, la Casa del Labrador, une maison royale, mais imaginée comme une petite maison rustique en 1798. De très nombreux remaniements vont profondément la modifier et lui donner cet aspect qui est tout sauf une maison de laboureur, mais on joue justement sur ce mot pour s'amuser finalement de ce palais inattendu dans le jardin. Les décorations, les premiers aménagements, les premières fondations sont faites en 1794 par Juan de Villanueva, et dès le mois d'août, on y pose le toit, et le 11 février 1795, on va servir les premiers repas à la famille royale. Donc une construction qui est menée en un temps record, en un an, et ensuite elle sera agrandie et enrichie car le roi aime beaucoup y venir, s'y retirer
passer du temps, calme, mais aussi, être seul, faire sa cuisine. Il fait comme cela des tortillas à l'ail et également, des criadillas. Je vous laisserai chercher, le la traduction de ce plat un peu, corsé. Le portrait ici, du roi, Charles IV, tout à fait humoristique, par cette vision de Juan Bosil faite en 1818, tableau conservé à l'Escorial. C'est vraiment Charles IV, c'est vraiment son projet personnel que l'on a ici avec les choix d'ornementation et de décoration de la maison. C'est un roi chasseur, comme tous les Bourbons. Nous le voyons ici dans ce tableau de 1799, fait par Goya, tableau conservé au Palais Royal de Madrid. Après les premiers aménagements, dès 1798, une augmentation des effets de luxe, des décors de peinture à la détrempe sont faits par Maella, et la maison prend cette allure de résidence beaucoup plus somptueuse. Les ailes sur les côtés seront achevées en 1803, des petits portiques surbaissés dans la partie basse réalisés en granit. En haut, on va voir des ardoises remplacer enfin des tuiles en ardoise, oui, remplacer les constructions plus rudes de la toiture. Ce sont des tuiles qui viennent du chantier du musée de Madrid, du Prado, qui était tout à fait concomitant au début du 19e siècle. Et finalement, à l'été 1800, on va rajouter aussi des niches sur la façade, selon le projet d'Isidro Velázquez, des poutilles, des festons en plâtre, des blasons qui sont faits par les ateliers de Mostense, et des décors avec les mascarons, les clés, la fontaine avec ce buste de l'Envie, et niches dans lesquelles les sculptures seront installées. Les ateliers royaux vont fournir une grande partie des éléments de ce décor du palais del Labrador. Le vestibule, réalisé par Villanueva, avec un départ d'escalier, escalier lui fait par Isidro González et posé en 1804. Les marches sont en acajou, la rampe est en bronze doré, faite par Manuel de Equiza, achevée en 1806. Sur le palier, on a également des colonnes corinthiennes. Donc un décor vraiment tout à fait somptueux pour cette entrée, et on a l'impression d'arriver à l'intérieur d'un palais, d'une résidence romaine antique, le tout avec des décorations en bois précieux. Les portes sont également en bois précieux, sont presque toutes livrées en 1805 par Araleno, pour remplacer les portes originelles en bois beaucoup plus simples. Pièce du billard, avec la grande table de billard livrée par Pablo Palencia en 1807. Une voûte décorée par Maella en 1806 avec Phébus et les 4 éléments. Un grand lustre en 1804 livré par Slotz. Et un sol en marbre fait par Gutiérrez. On distinguera aussi cette spectaculaire pendule régulateur en acajou, bronze doré, du verre gravé et églomisé livré pour Marie-Louise de Parme et Charles IV en 1804. Un travail inspiré par le style français mais mené par le sévillan Manuel de Rivas. Un très beau lampas de soie brochée, dites les verdures du Vatican, car on reprend des éléments des fresques conservées dans les galeries vaticanes. C'est la manufacture Pernon à Lyon qui, entre 1803 et 1807, va réaliser cette tenture sur les dessins de Dugour et de Grognard. Les bordures, elles, seront faites par Lopez de Robredo. Le roi Charles IV donc, demande la création de ces décorations, de ces motifs qu'il a connus lorsqu'il était enfant à Naples, lorsque son père Charles III avait financé les fouilles d'Herculanum et de Pompéi. Donc pour lui, eh bien évidemment, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Et l'ensemble du chantier est mené sous la direction de Manuel Gay et compagnie, qui feront ensuite des retissages et des plagiats de cette livraison faite par la manufacture lyonnaise. Et donc on va avoir ici un cas d'espionnage industriel tout à fait intéressant. Un grand banc tabouret ici dessiné par Pablo Palencia en 1807, d'après les dessins de Isidro González Velázquez. C'est tout un ensemble en harmonie qui est particulièrement bien
préservés au sein de cette Casa del Labrador, puisque la totalité du décor date de ces premières années de la décennie 1800. La galerie des statues, avec une voûte peinte par Zacarias González Velázquez, représentant les allégories des saisons et de l'agriculture, achevée en 1806. Au centre, une grande pendule en bronze en forme de colonne, livrée par Bourdier en 1804, et des consoles sur les côtés, copie des consoles faites pour le musée Pio Clementino au Vatican et pour recevoir des antiques. Des copies d'antiques ou de véritables pièces achetées. Et au milieu de ce projet, on va voir aussi des sculptures plus contemporaines, comme celles faites par Antonio Canova, des pièces faites par Alvarez Cubero, Ramon Barba, Campegni, Sola, Panucci, Pedro Hermoso. C'est vraiment tout un panel d'artistes qui va pouvoir travailler ici pour livrer rapidement ces sculptures. On placera aussi des philosophes qui ont été installés à partir de 1824 et qui proviennent de la collection Azzara, philosophe qui avait été trouvé dans les fouilles faites dans la villa Pisone à Tivoli en 1779. Donc quelques rajouts postérieurs, mais surtout donc un très très bel ensemble de plâtres, de moulages ou de pièces originales placées ici en 1808 et 1809. La petite salle Robrero, le début du corps principal. Là, nous étions dans une des ailes latérales avec une très riche tenture faite par Juan López de Robredo pour cette salle, posée pour ces textiles en 18 des fleurs qui reprennent les ornements que l'on a dans les loges du Vatican. Une peinture à la détrempe au plafond représentant Orphée et Eurydice, 1807 par Duque, et toujours ce très bel ensemble de mobilier livré par Palencia en 1803. Les consoles et les candélabres sont français. Petite salle de Charles III, de très belles tentures à ramage, livraison de la maison Pernon d'après Dugourc. Le mobilier est fait, lui, par Palencia en 1807. Dugourc est un dessinateur ornemaniste qui va travailler à travers toute l'Europe. Il va aussi bien livrer des éléments de décoration, des cartons pour la couronne de Suède que pour la couronne d'Espagne. Le salon de compagnie, dite pièce de la tenture de France, un dallage en faïence du Buen Retiro, une cheminée en marbre de Carrare faite par Silici en 1795, devant un grand écran fait par Pérez et Montalvo, et au plafond, Cybèle, offrant à la terre ses produits. Peinture de 1798, faite par Maella, puisque là, on est dans le cœur ancien de cette résidence. Le tissage du textile est fait par la maison Pernon entre 1802 et 1803, toujours sur un dessin de Dugourc, avec un fond imitant le marbre sur lesquels sont placés des trophées d'armes, 89 octogones brodés, avec des vues représentant des ruines, des paysages, pour certains d'ailleurs des paysages d'Aranjuez, et un décor complété avec quelques consoles et porcelaines parisiennes. Ce grand salon, donc, avec une taille plutôt inhabituelle pour une maison de campagne, on voit qu'elle est faite aussi pour que la monarchie espagnole puisse recevoir des invités prestigieux. Et c'est pour ça qu'au plafond, Maella va représenter la monarchie espagnole régnant sur les 4 parties du monde. Pendule faite par Ferroni en 1804, posée sur un orgue mécanique avec des mélodies qui étaient très appréciées par le roi. Elles étaient différentes à chaque heure de la journée. Et on voit cette tenture à dessin étrusque jaune damassé, jaune et jadis bleu, qui a tourné au blanc avec le temps, car ce sont les textiles d'origine qui sont à l'intérieur de cette pièce. Une table et un siège en malachite, un cadeau fait par Demidov envoyé à Isabelle II en 1853. Des éléments qui n'étaient pas faits pour être forcément installés dans cette pièce, mais plutôt à l'intérieur du palais d'Aranjuez.
autour, des sièges, tables en bois, poiriers dorés, qui sont faits par la maison Leonicio Pérez en 1829. Salle des troupeaux et des chevaux qui sont faites par Zacarias González Velázquez en 1800, des petites vues charmantes avec des chasses aux sangliers, des troupeaux de chevreaux à la ferme, un effet assez naturaliste ici, qui remplace des tapisseries que l'on mettait au moment de l'époque hivernale. Un balambris à l'imitation du jaspe fait en 1800 par Perrin. Un escalier avec un décor pittoresque sur le palier où nous avons des personnages qui nous regardent, appuyés sur une fausse rampe qui reprend la rampe réalisée par Manzo en 1801 et qui donc font la transition vers la suite d'autres petits. Une série de petites pièces d'habitation et de repos où l'on va venir pour lire, pour recevoir des invités, avec un joli travail de peinture ici, fait en 1801 par Japelli, avec des groupes de personnages représentant les différents moments de très beaux sièges réalisés toujours à l'époque de Charles IV, avec cette vigueur à l'antique, et le point d'apparat culminant à l'intérieur de la résidence, c'est le cabinet de Platine. Un cabinet entièrement conçu en France, sauf le sol de marbre. Le cabinet est envoyé en 1801 et sera installé ici suite à la commande passée en 1800 par Charles IV. Le 26 février, il passe effectivement en commande. Michel Léonard Sitel reçoit la somme de 500 000 réaux pour faire les panneaux de bois, les ornements de platine et le mobilier, les tables, chaises, les miroirs, y compris les demi-miroirs au plafond, seront livrés par Beaupré, et c'est tout un ensemble de plafonds décors d'arabesques avec des oiseaux sur ce fond de ciel, peinture faite par Jacques Barrard et Jean-Baptiste Debray, des peintures sur les miroirs aussi en ornement, très beau dessus de porte avec ces effets de peinture dans le goût romain. Et cette décoration va faire appel à des ornemanistes, à des décorateurs comme Charles Percier, qui va coordonner les travaux et les artisans. Jacob pour la boiserie, Forestier pour les bronzes, pour les applications, Giraudet pour les peintures, et tout cela donc est donc envoyé en Espagne pour le montage totalement achevé à l'été 1804. Le mobilier, lui, prendra place en 1806. C'est donc une des pièces les plus raffinées et surtout un des moments d'éclat de ce style de la fin du Directoire, juste au moment où l'Empire va prendre place ici en France. Une toute petite qui clôt cet espace, ce sont les toilettes qui sont conçues par Isidore Velázquez en 1800, fresque en 1801 pour la voûte faite par Zacarias González Velázquez, des allégories, des éléments, au sol un traitement à la romaine, des murs en plâtre avec des frises faites par Antonio Mazzalla dans un style pompéien, des bas-reliefs avec des combats d'animaux, des lions qui sont identiques à ceux que l'on voit dans la galerie, mais en statue, et qui là prennent animation. C'est donc jusque dans les pièces de retraite les plus intimes, une qualité de décoration qui est tout à fait exceptionnelle. En partie basse, la salle à manger, dite salle de Corinne, son nom vient de cette pendule en bronze avec la poétesse au centre de ce meuble à orgue fait par Darvinville, et personnage
issu d'un roman, alors très en vogue, publié ce roman par Madame de Staël. La voûte au motif pompéien, les décors de grotesques, les paysages, les saisons qui sont faits par Manuel Pérez en 1801, les chaises toujours avec ces formes de peigne à mantilles réalisées en 1803 par Palencia. On a ici une combinaison tout à fait unique des influences françaises, italiennes, espagnoles. On voit que le roi était attentif à tous les détails. D'ailleurs, il n'a pas hésité à demander à refaire les pieds arrière qui ne convenaient pas au moment de la livraison. Et c'est un véritable trésor, magnifiquement préservé, avec l'essentiel de sa décoration, de son mobilier et de ses textiles d'origine, que l'on peut voir dans cette Casa del Labrador qui clôt notre promenade dans le domaine d'Arandroez. Je vous remercie.